Pour moi, c'est un grand scandale. Les réseaux sociaux, c'est un grand scandale. Je crèverais avec une queue dans la bouche. Il faut lui mettre dans la bouche de la nourriture et pas sa bite, en fait. Marine Le Pen est une démagogue. Si c'était pour le Frexit, pourquoi ils vous ont pas élu en Parce 2017 que, alors, Si nous sommes à l'image de la société, dans la société, il y a forcément du racisme. Les médias ont changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller chez Cyril Hanouna sur TPMP pour débattre? Crayonniste, bonjour. Dans l'œil pour œil d'aujourd'hui, je reçois Jacques Arroux, ancien résistant et publicitaire. Avec lui, j'ai discuté notamment du rapport à la résistance et à l'information, de son travail en tant que publicitaire et de la communication qui existe aujourd'hui et celle qui existait à l'époque. Alors c'est un œil pour œil un peu particulier, je ne suis pas forcément rentré en contradiction avec tout ce qu'il a pu dire, mais c'était un épisode vraiment intéressant dans lequel j'ai appris beaucoup de choses. Je vous conseille de le regarder jusqu'au bout et j'aimerais avoir votre avis. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, notre monde est plus sujet aux fake news qu'il ne l'était à l'époque? J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Bonne vidéo. Bonjour Jacques Arroux. Bonjour monsieur, je suis très content de vous recevoir. Merci, on est très content aussi d'être chez vous aujourd'hui. Vous avez une longue carrière dans la publicité, dans la communication. Vous avez été engagé volontaire à 17 ans dans la résistance, dans le maquis de l'Ain. Si je ne me trompe pas. Et j'ai été aussi chargé de mission, ce qui m'a beaucoup impressionné à 17 ans. Voilà. Donc je le disais, vous avez une carrière dans la publicité, dans la communication. Vous avez travaillé avec le PDG de Publicis. Vous avez été président du syndicat national des régies de publicité presse. Moi, je voulais commencer avec une question. À l'époque, en 1944, comment on s'informait? On était en guerre en 1944. Donc on est passé de l'information contrôlée par les Allemands à une information libre petit à petit, si ce n'est que pendant la guerre, on n'écoutait qu'une radio libre qui était Londres, ici Londres. Toute la France écoutait cette radio. C'était du reste dangereux parce que si on était pris par les Allemands, on risquerait d'être pris comme otage. Et puis, quelquefois après, eh bien, ils allaient perquisitionner dans les maisons qui avaient écouté Radio Londres et qui, quelquefois, trouvaient malheureusement des documents sur la résistance. Et il y avait des Français qui n'écoutaient pas Radio Londres, qui écoutaient d'autres radios? Ah oui, bien sûr. D'abord, la Radio Londres était brouillée par les Allemands, donc c'était souvent difficile de les entendre, et il fallait une volonté combative, si je peux m'exprimer ainsi, pour suivre l'évolution et l'information autre que celle qui était publiée et donnée à cette époque. Il y avait justement, c'était ma question, il y avait des liaisons entre de la presse et la résistance? Est-ce qu'il y avait la presse qui était censurée? Est-ce qu'elle discutait aussi avec la résistance pour essayer de faire circuler certaines informations? Non, il y avait surtout de la presse parallèle. C'est-à-dire que la grande presse était sous le joug des Allemands et ne pouvait pas publier des informations concernant le développement de la résistance ou les prises de position. Donc il y avait ce que j'appellerais des Haus-Organes qui publiaient des tas d'informations. Après la libération, tous les éditeurs de presse ont changé et ont été pris par les résistants, et donc toute la presse a été libre et a publié ce qu'elle voulait. Vous avez vécu donc dans la résistance et sous la propagande nazie en France. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des gens qui considèrent qu'aujourd'hui, en France, il y a une propagande des médias? Ils sont inconscients d'abord et ils n'ont pas vu la réalité, ils n'y ont pas pensé, ils n'y ont pas participé, bien sûr. Si vous voulez, je crois que votre question se pose aussi sur l'arrivée du nazisme en Allemagne.
et la propagande, bien sûr, d'Hitler en Allemagne. Alors, comment ça arrive? Ça arrive parce que les dirigeants politiques, tous dirigeants politiques de l'époque, profitent de la faiblesse du territoire. C'est-à-dire que les Allemands, à cette époque-là, avaient faim, étaient bafoués par les accords de la Première Guerre mondiale, et ils n'avaient qu'un désir, c'était un désir de revanche. Donc, je dirais que le terrain était préparé pour l'arrivée d'Hitler. Ce qui fait que Hitler est arrivé et qu'il a pu faire tout ce qu'il a voulu. Et puis, il a démontré tout de suite que ce qui est arrivé en Allemagne, c'était la faute des Juifs. Ce qui n'était pas vrai, bien sûr, mais c'est comme ça qu'il s'est attaqué aux Juifs, aux camps de concentration, aux SS qui étaient épouvantables, etc., etc. Voilà. Et vous pensez aujourd'hui qu'on se dirige potentiellement vers des régimes totalitaires comme on a connu Ben, on est une partie du monde est dans des régimes totalitaires. en Europe, en tout cas? Est-ce que vous pensez qu'on est en train de revivre... Si on considère la Russie faisant partie de l'Europe, c'est ce que disait De Gaulle. De Gaulle disait l'Europe, c'est la Russie et tout le reste de l'Europe. Et nos dirigeants politiques, depuis plusieurs années, ont loupé, je appelle ça, tout accord avec ce pays. Alors je sais bien qu'ils ont des façons d'agir qui peuvent déplaire à la liberté de penser, ça je suis tout à fait d'accord, mais on les pousse, on pousse la Russie dans les bras de la Chine, ce qui est épouvantable pour moi. Vous avez assisté à des conférences du général de Gaulle. Est-ce que vous diriez que de Gaulle a été un bon communicant? Est-ce qu'il a bien géré sa communication? De Gaulle a été un très bon communicant. Et une anecdote m'a beaucoup intéressé à l'époque. De Gaulle trouvait que la presse, qui était le premier média en France et qui était très, très important, était souvent anti-De Gaulle ou tout au moins critiquait souvent les actions du gouvernement. Donc, il a voulu faire pression, à juste titre, sur la presse et a lancé la publicité à la télévision. Et justement, par rapport à l'époque où De Gaulle faisait des conférences télévisées, où c'était l'ORTF qui diffusait, quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous pensez que aujourd'hui c'est mieux que des chaînes privées, plusieurs chaînes, ou l'ORTF était quelque chose qui permettait justement peut-être de... Le monopole n'est pas une bonne chose, ni pour ceux qui la manient, ni pour ceux qui l'écoutent ou la lisent. La presse n'a pas de monopole. Il y a toutes les tendances politiques, économiques qui peuvent être exprimées dans la presse. La télévision, c'est pareil. La télévision d'État et la télévision libre, la radio, c'est pareil. C'est excellent d'avoir multimédia dans multi-domaines. Donc vous avez travaillé dans la publicité. Quel est aussi votre regard par rapport à l'évolution de la publicité aujourd'hui? Comment vous voyez la publicité de nos jours? Et comment vous est-ce que vous êtes critique envers la publicité? Est-ce que vous pensez qu'elle s'est fourvoyée ou vous pensez qu'elle a évolué Je ne sais pas combien d'années dans la publicité, car toute ma carrière a été faite dans la communication, la publicité et le marketing. Soit en tant que professionnel, soit en tant que syndicaliste. Donc j'avais deux façons de voir la publicité et les informations et son développement, bien sûr. Alors, l'évolution de la publicité a suivi l'évolution des sciences et des hommes. C'est évidemment une chose qui me paraît normale. Et les médias ont subi aussi l'évolution et l'intérêt des hommes et des femmes sur la communication. Donc, le début de la publicité, c'était le monopole des agents de publicité et des médias. Et puis après, ça a été, il faut le dire,
le contrôle de plus en plus important des annonceurs, qui est évidemment les financiers et ceux ayant droit. C'est évident. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire sur la publicité? C'est qu'elle est peut-être moins vendeuse qu'avant. Si je prends par exemple la publicité à la télévision des automobiles, vous avez dans la même minute ou dans les quelques minutes qui passent 3 fabricants ou 4 fabricants d'automobiles qui présentent leur voiture mais qui disent presque rien, c'est simplement « voyez comme elle est belle cette voiture » et je ne comprends pas qu'à chaque parution, la même marque ou le même modèle pourrait donner un argument de vente approprié à cette voiture, même si cet argument de vente est la même pour les autres constructeurs de voitures, c'est évident. Moi, je trouve qu'on fait beaucoup plus une publicité de marque et de notoriété qu'une publicité de consommateur et une publicité pour véritablement vendre les produits. Voilà ce que je pense. Et qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux? Des réseaux sociaux, justement de la publicité qu'on peut y faire dessus, de la communication via les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un grand scandale. Les réseaux sociaux, c'est un grand scandale. Pourquoi c'est un scandale? C'est parce que ce tube, donc ce média, qui soit, peu importe comment on peut les appeler, ce média numérique, ne dépend d'aucune loi comme les autres médias. C'est-à-dire qu'ils peuvent publier n'importe quoi, donné par n'importe qui, n'importe comment, sans loi. Tout le monde peut dire n'importe quelle bêtise ou n'importe quel mensonge. Et vous dites quoi aux jeunes qui justement font de la communication, de la publicité aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Vous leur dites arrêtez parce que c'est pas des bons outils? Ah, pas du tout. C'est un excellent outil, mais c'est un outil qui est tellement libre que cette liberté nuit à la liberté, si vous voulez. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la communication politique d'aujourd'hui comparée à celle d'il y a quelques années? Est-ce que y a un fourvoiement de la communication politique? Je pense que petit à petit, les pouvoirs publics, donc je suis vaste là-dessus, ont mis de l'ordre dans la communication politique. Puisque maintenant, chacun a droit à un budget bien déterminé, qui est le même pour tout le monde. Donc il y a une égalité totale, théoriquement, entre chaque candidat ou chaque parti, si vous voulez. Parce que il est évident que des partis de gauche peuvent disposer de moins d'argent que les partis de droite. Donc on a voulu, à juste titre, équilibrer et donner à chaque parti les mêmes avantages ou les mêmes inconvénients. Et par exemple, en tant que président, Emmanuel Macron, est-ce qu'il est un aussi bon communicant que général de Gaulle? On ne peut pas comparer les époques, ça n'a rien à voir. Macron se trouve dans son quinquennat comme avec de grandes difficultés, avec le Covid par exemple, avec les problèmes des gilets jaunes, avec ce qu'il a promis et qu'il n'a pas tenu. Il se défend bien. Il se défend bien, mais pour moi, il fait quelques erreurs que l'on va pouvoir apparaître dans la course à l'élection présidentielle qui va démarrer bientôt. Très bien. Je vois que vous avez donc, comme je disais, vous avez été président du syndicat national des régies de publicité presse. Entre autres, oui. Vous précisez qu'il regroupait 1200 titres de presse et sur les 3000 qui ont été recensés en France, et environ plus de 500 titres de presse étrangère. Oui, il faut expliquer que à la Libération, la presse avait besoin d'argent. Et bien sûr, l'argent provenait de deux choses, des abonnements et de la publicité dans leurs colonnes. Simultanément,
les agences de publicité ou les créateurs de publicité ont pensé qu'il fallait créer immédiatement des sociétés de régie de la publicité presse, c'est-à-dire qu'un journal confiait l'ensemble de sa vente de publicité à une autre société. C'est ce qu'on appelle la puissance des régies. Et donc, par exemple, Publicis avait créé Régie Presse, Havas avait une société de régie, etc., etc. Et l'ensemble de ces régisseurs, qui représentaient, il faut dire, 90% de la puissance de la presse en France, faisaient partie d'un même syndicat où leurs intérêts étaient défendus par conseil d'administration. Puis petit à petit, les journaux ont pensé, à tort ou à raison, on pourra en discuter, qu'il valait mieux qu'ils aient une régie intégrée, c'est-à-dire un service commercial dans leur journal. C'est ainsi que la plupart des journaux, maintenant, ont quitté les régisseurs. Et les régisseurs ont petit à petit disparu. Voilà. Et du coup, concrètement, quand vous étiez vice-président de la Fédération française de la publicité, on décide de quoi? De ce qu'on a le droit de mettre en publicité, des limites à fixer? J'ai d'abord fait partie d'un syndicat de salariés, qui était le syndicat des chefs de publicité, le syndicat national des chefs de publicité de la presse française, qui regroupait l'ensemble des cadres qui travaillaient aussi bien dans des journaux que dans des régies, et qui avaient la responsabilité d'une ou de plusieurs publications. Et puis, je m'occupais aussi en même temps, j'étais directeur d'une régie, donc j'étais en fausse position, et j'ai quitté le syndicat des chefs de publicité en leur disant que je dirais les accrochages qu'il pouvait y avoir entre les régisseurs et les chefs de publicité étaient des ruptures de contrat. Et qu'à ce moment-là, s'il n'y avait pas d'entente entre les régisseurs et le chef de publicité, eh bien, il fallait aller au prud'homme. Et c'est cette même position que j'ai tenue au syndicat des régies de publicité presse, de telle façon qu'il n'y ait absolument pas d'ambiguïté dans ma politique d'un syndicat vis-à-vis de l'autre. Alors, le syndicalisme professionnel est évidemment beaucoup plus intéressant puisqu'il a bien sûr le social, comme dans le syndicalisme des cadres ou des salariés, mais il y a tout le développement de la technicité, des accords avec le pouvoir public, des lois sur ceci, cela, etc., et des accords avec les autres syndicats et avec les autres partenaires, qu'ils soient annonceurs, imprimeurs, journaux ou agences de publicité, etc. Voilà. Okay. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la presse qui est étrangère et qui vient en France? Je pense notamment à RT ou AJ+, je ne sais pas si vous connaissez. Contrôlée par des puissances étrangères qui diffusent en France. Est-ce que ça existait il y a une certaine époque aussi? Est-ce que c'est récent? Est-ce que vous pensez que c'est dangereux ou pas? Alors, aujourd'hui, qu'il y ait une presse qui soit financée par des pays ou des financiers étrangers, ça ne me gêne pas, c'est la liberté de la presse. Ce qui me gênerait, ça serait que ces rédacteurs en chef
ne puissent pas publier ce qu'ils ont envie de publier. Alors, ou bien ils sont d'accord avec eux, et c'est leur tendance, c'est un journal avec leur façon de voir, ou bien il n'est pas d'accord avec eux, et à ce moment-là, ils doivent démissionner. Est-ce que communiquer, c'est dire la vérité? Aucun annonceur ne dit la vérité. Ne dit toute la vérité. Parce que une partie de la vérité n'est pas bonne à dire. Donc, communiquer veut dire on donne le maximum d'informations. Voilà. Alors, il est évident qu'un annonceur donnera le maximum d'informations sur son produit. Il donnera le maximum d'informations par rapport à la concurrence, par rapport aux avantages de son produit, mais il ne va pas indiquer éventuellement les défauts que peuvent reconnaître des consommateurs de son produit. Il va de même pour tout ce qui est politique, tout ce qui est communication. Et qu'est-ce que vous pensez des fake news aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a, c'est un phénomène actuel? Est-ce qu'il y en a toujours eu? Qu'est-ce que vous définissez par les fake news? Fake news, des fausses informations. Ah, on revient toujours au même, au scandale des numériques. Pourquoi il y a de fausses informations? C'est parce que n'importe qui dit n'importe quoi, qu'il n'y a qu'une loi qui les interdise. Il n'y a jamais eu de fausses informations avant les outils numériques? Mais s'il y avait des mauvaises informations, mais elles étaient complètement combattues. Elles étaient combattues ou librement par des gens qui étaient mis en cause, ou juridiquement. Regardez, par exemple, Je pense il y a eu un dernier scandale, Zemmour qui était au bain de mer avec sa collaboratrice. Info, oui. Qui a été publié dans Paris Match. Qu'est-ce qu'a fait Zemmour? Il fait un procès à Paris Match. Si cette chose-là était rentrée dans les tubes, qu'est-ce que pouvait faire Zemmour? Il n'y a pas eu, à ma connaissance, une seule procès en diffamation dans les tubes. Parce que les lois ne s'appliquent pas à eux. C'est là où il y a eu un grand scandale de l'information. Ok. Mais par exemple, le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière, c'était pas une fausse information qui a duré quand même pas mal de temps avant qu'on se rende compte qu'elle soit démentie? Le drame de Tchernobyl, c'est d'abord un drame humain. C'est un drame scientifique humain. C'est des mauvaises manœuvres qui ont été faites à la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui a mis Tchernobyl, le drame de Tchernobyl. Après, ça a été le manque d'informations voulues de la Russie sur ce drame jusqu'au moment où ils ont été obligés, comme toujours, de commencer à dire la vérité. Puis ça a été les testeurs dans le monde entier des nuages radioactifs. Et là, chaque pays s'est défendu comme ils ont pu. L'erreur du ministre de la Santé ou de l'Information a été de dire que Tchernobyl, les nuages de Tchernobyl s'arrêteraient à nos frontières, ce qui était complètement idiot, même à l'époque. Voilà. Ça va. Aujourd'hui, vous écrivez vos mémoires. Aujourd'hui, oui, j'écris mes mémoires. Et vous les intitulez « On m'a volé mon chapeau à Matignon ». Oui, parce qu'un jour, à une conférence de presse où j'étais avec Juppé, donc on rentre évidemment chez le Premier ministre avec tout de même des laissez-passer, des invitations, etc. Il y a un contrôle évidemment considérable. Et puis après, il y a une pièce, un vestiaire où chacun met ses affaires, bien sûr. Moi, j'ai mis mon chapeau. J'ai toujours des chapeaux un peu particuliers, que j'aime beaucoup, les beaux chapeaux. Et puis, j'étais à la conférence, puis j'ai discuté avec les gens. Puis quand je suis sorti, j'ai trouvé à la place de mon chapeau un affreux bibi
Voilà, donc on m'a volé mon chapeau à Matignon. J'ai trouvé que ce titre de mon livre était drôle parce que ça mêlait ma vie à la politique, à tout ça. Alors oui, j'ai commencé à écrire mes mémoires parce que mes petits-enfants, mes enfants m'ont dit souvent « mais qu'est-ce que tu as fait ?» etc. Et puis, comme je ne suis pas du tout un informaticien, un homme qui se sert du clavier informatique et de tous les trucs informatiques, moi, mon métier n'était pas d'écrire, mais de faire écrire. C'est-à-dire d'avoir des idées réalisables aussi bien dans les médias qu'autrement. Et donc, j'avais besoin de collaborateurs pouvant traduire ma pensée en informatique, puisque si on veut être imprimé, il y a toute la série des problèmes numériques. On arrive à la fin de cette interview. Je vais vous poser les 2 dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez voir en interview dans ce format-là, par exemple? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui que vous nous recommanderiez d'interviewer? Je ne sais pas quoi répondre, car toutes les personnalités, toutes les personnes qui m'ont marqué, et il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, seraient dignes d'être interviewées, mais elles ont toutes disparu. Si ce n'est ma femme. Mais il faut dire tout de même que je vais bientôt avoir 95 ans, donc j'ai démarré très vite et très fort, je ne sais pas pourquoi, dans la vie, avec des gens qui étaient toujours plus âgés que moi, donc qui sont plus du tout de ce monde, malheureusement, et souvent, en écrivant mon livre, je pense à eux et à tout ce que j'ai vécu de merveilleux avec eux. Très bien. Est-ce qu'il y a une citation que vous aimeriez, qui vous accompagne au quotidien et que vous aimeriez partager aux gens qui nous regardent? C'est pas une citation. C'est plutôt une philosophie. La chance, il faut la provoquer. Il faut la provoquer tout le temps. Quand j'entends dire quelqu'un « Ah ben j'ai pas eu la chance », et je leur dis « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour l'avoir, cette chance ?» « Ah ben rien, j'attendais qu'elle vienne. » Non, la chance, il faut la provoquer. Moi, la chance de ma vie, c'est que j'ai toujours provoqué la chance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, par tous les moyens. Ce qui m'a permis de réussir ce que j'ai fait de ma vie, c'est la chance. Voilà. Bah, merci beaucoup, monsieur Harrou. Merci pour vous, merci de tout. Au revoir. Au revoir. Cet épisode de Pour Œil est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon, salut.